Peut-on délocaliser l'agriculture comme on délocalise les activités industrielles ou les services? Plusieurs pays et plusieurs grandes entreprises ont acheté récemment des terres agricoles à l'étranger, à un moment où, à l'échelle mondiale, il y a une forte demande en terres pour l'agriculture, les animaux et même les carburants. Il y a donc pression sur les terres qui prennent de plus en plus de valeur. Eh bien, ce sont les cartes de cette problématique que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Déjà, à l'échelle du monde, on mesure que ce phénomène est international, qu'il s'accélère et qu'il porte sur des surfaces de plus en plus importantes. Par exemple, l'Égypte a signé un contrat avec le Soudan dans un accord d'État à État pour produire du blé dans le nord du pays destiné à être réexporté en Égypte. En août 2008, la compagnie suédoise Alpcot Agro exploitait 135 000 hectares en Russie pour les céréales et les oléagineux. Là encore, il y a proximité géographique. Mais on constate que le conglomérat japonais Mitsui a acheté en novembre 2007 100 000 hectares de terres agricoles au Brésil pour produire du soja. En 2008, le gouvernement libyen échange fourniture de gaz et de pétrole contre l'exploitation de 250 000 hectares de terres en Ukraine. Et puis la Chine a acquis ces dernières années des centaines de milliers d'hectares de terres au Cameroun, en Australie, au Laos, aux Philippines. En fait, cette délocalisation agricole s'explique par la hausse des prix des céréales, en particulier depuis 2007, et ce, à un moment où d'importants fournisseurs freinent leurs exportations pour pouvoir répondre en priorité à des besoins locaux. Un certain nombre d'États, importateurs de denrées agricoles, ont alors mesuré les risques d'instabilité sociale que font courir ces hausses, et ils les ont mesurés de façon tout à fait concrète. On voit ici sur la carte les pays où il y a eu, en 2007 et en 2008, des émeutes de la faim. Et face à cette situation, plusieurs États ont ainsi développé une politique d'achat ou de location de terres agricoles pour assurer leur propre sécurité alimentaire. De plus, un tel contexte international, c'est-à-dire démographique, énergétique, céréalier, est plutôt porteur pour les groupes agro-industriels qui investissent eux aussi sur le marché des terres arables, soit directement, soit par le biais de partenaires locaux. Alors prenons deux exemples concrets, en commençant par l'Arabie saoudite. Ce pays est un désert, mais si on regarde de plus près, on repère les zones irriguées qui ont pu être développées par des investissements venant des revenus du pétrole. Le pays est devenu producteur, puis exportateur de blé, mais l'irrigation destinée aux champs de blé saoudiens vient de nappes phréatiques fossiles, donc non renouvelables. Alors pour préserver ces ressources hydriques, l'Arabie saoudite a décidé de mettre un terme en 2016 à la production de blé. D'où le besoin progressif d'importer des céréales dont les prix ont justement considérablement augmenté. Deuxième problème, le royaume saoudien a 28 millions d'habitants, dont plus de 30% sont des immigrés originaires d'Asie. Cette main-d'œuvre présente dans les secteurs clés de l'économie saoudienne est très mal payée, et il faut donc assurer à ces immigrés l'accès à des denrées bon marché. Toute augmentation des produits de base peut entraîner des manifestations de mécontentement dans la population. En somme, l'Arabie saoudite est un pays riche, doté d'une main-d'œuvre pauvre, et ce n'est pas un risque politique à prendre. Plusieurs délégations gouvernementales saoudiennes se sont rendues au Soudan, au Kazakhstan, au Pakistan, en Thaïlande, en Ukraine, pour conclure des accords qui s'inscrivent dans une politique d'acquisition de terres à l'étranger. Le consortium saoudien Middle East Food va ainsi pouvoir exploiter 500 000 hectares de rizières en Indonésie, dont la production ira au marché saoudien et au marché indonésien pour éviter tout mécontentement local. Deuxième exemple maintenant, la Corée du Sud. La partition de la péninsule à la fin de la guerre de Corée en 1953 a laissé peu de ressources minières à la partie sud de la Corée. Donc pour assurer son développement, la Corée du Sud fait dans les années 60 le pari de l'éducation et le pari de l'industrialisation. Le territoire sud-coréen se voit ainsi grignoté par les sites industriels et par l'urbanisation du pays. Ces parcelles cultivées représentent aujourd'hui 19% de son territoire,
le reste étant occupé par les villes et les sites industriels. La Corée est juste autosuffisante pour sa production de riz et elle doit importer 60% de sa nourriture de l'étranger, ce qui la rend vulnérable aux variations du marché agricole mondial. Séoul a donc tiré les conclusions de cette situation. Les marchés internationaux sont imprévisibles et il ne suffit pas d'être un pays riche pour garantir la sécurité alimentaire nationale. La Corée a donc monté des groupes de travail avec des conglomérats pour étudier des projets agricoles en Indonésie, en Mongolie, au Cambodge, au Soudan. De même, l'entreprise Daewoo a voulu louer des terres à Madagascar, que l'on voit ici, pour y produire du maïs et de l'huile de palme, avec un bail d'une durée de 99 ans. Eh bien, c'est sans doute ce projet coréen qui a précipité le renversement du président malgache Ravalomanana, et l'accord, pour le moment, est suspendu. Maintenant, voyons l'intérêt des pays qui louent leurs terres. Voici une carte des principaux pays vendeurs ou loueurs que nous avons établis début 2009. On trouve même des pays comme la Thaïlande ou l'Éthiopie qui démarchent sociétés privées ou gouvernements pour attirer les investissements dans ce secteur. Bien, alors entre des pays si différents, est-ce qu'on trouve des analogies? Ce sont des pays souvent peu peuplés, disposant de vastes réserves de terres cultivables. Au Mozambique ou en Angola, par exemple, seuls 10% des terres seraient aujourd'hui exploitées. Ces terres ne sont pas chères. Dans le cas du Soudan, le triangle formé entre le Nil bleu et le Nil blanc permet une agriculture pluviale ou irriguée. La Russie, le nord de l'Ukraine, propose des terres de tchernosium, c'est-à-dire très fertiles avec un fort taux d'humus, situées entre la mer d'Azov et la mer Caspienne. Et puis enfin, à des degrés divers, ces pays manquent tous d'entrepôts, de silos, de routes, de ports, pour soutenir une production agricole qui, de toute façon, est sous-exploitée. Eh bien, c'est précisément ce que les pays acquéreurs ou les sociétés privées peuvent financer. En fait, il y a dans ce nouvel affermage international de nombreuses questions que nous voulions soulever. D'abord, en créant des marchés non concurrentiels, ces acquisitions contournent les règles du commerce international. Ensuite, certains achats de terres ne relèvent pas d'une logique de développement agro-industriel, mais d'une logique financière. La preuve, des hedge funds, c'est-à-dire des fonds d'investissement, se lancent dans l'achat de terres arables. Pour voir la contradiction, il suffit de prendre une carte du Programme alimentaire mondial montrant les pays où certaines catégories de population sont sous-alimentées. Voici en bleu les pays où il n'y a pas ou peu de sous-alimentation. En jaune, les pays où il y a de 5 à 20% de la population qui est sous-alimentée, c'est-à-dire avec un trop faible apport calorique. Et enfin, les pays en rouge où plus de 20% de la population est sous-alimentée. Eh bien, par simple superposition, on constate que plusieurs pays, avec une population sous-alimentée, sont vendeurs de terres, tout en bénéficiant de l'aide du Programme alimentaire mondial. Et c'est le cas du Soudan, qui a bénéficié de la plus grosse opération du PAM en 2008. Voilà résumé quelques-unes des critiques adressées aux opérations d'achat de terres agricoles. Certains voient des opportunités pour développer l'agriculture de pays pauvres, d'autres au contraire critiquent des formes nouvelles de néocolonialisme. Il faudrait y ajouter les risques liés à la déforestation ou à l'introduction de variétés de semences étrangères, et les surfaces agricoles dites disponibles sont en fait rarement vides ou inoccupées. De nombreux petits agriculteurs les cultivent pour leur propre subsistance, sans détenir pour autant de titres de propriété. Et dans ce modèle d'agriculture, industrialisée, exportatrice, peu de place est réservée aux paysans qui pratiquent une agriculture vivrière. Et puis que se passera-t-il en cas de pénurie ? Les cultures récoltées seront-elles envoyées dans le pays acquéreur, comme certains des contrats le prévoient, ou pourront-elles au contraire bénéficier à la population locale ? En tout cas, un pays qui ne parvient pas à nourrir sa propre population peut-il vendre ou louer sa terre à d'autres pays ? Est-ce acceptable politiquement, socialement et moralement ?